Mais aujourd'hui, nos évêques ont montré, ont fait preuve d'une légèreté inadmissible, incompréhensible. Si je veux bien dire que je ne peux pas me permettre de croire qu'ils ont été corrompus, comme Monseigneur Mamaniaka l'a dit, qui n'a pas été corrompu, ils ne sont pas corrompus, ils ne disent que la vérité. Mais comment comprendre cette Oui, légèreté? mais il parle de la vérité. De quelle vérité De quelle parle-t-il? vérité s'agit-il? Parce que c'est ce décret, quand on l'analyse, il viole également la loi parce que ce décret attribue gracieusement les terres du domaine public alors que la loi ne le permet Interdit, pas. oui. Et dans ces décrets et les autres textes, actes qu'ils ont pris, ils citent les lois, ils citent les décrets pour justifier les actes, mais quand on va se référer aux textes qu'ils citent, les actes qu'ils prennent violent les mêmes textes qu'ils sont en train de citer. Parce qu'ils prennent les Congolais comme des moutons, des gens qui ne lisent pas. Parce que quand vous prenez un tel texte, on vous dit, vu le décret, la loi tant, vu le décret tant, décide, décrète, et puis on pond quelque chose qui est en contradiction avec les mêmes textes qu'on a cités au-dessus. Alors ça veut dire qu'ils se disent que les Congolais ne vont pas lire les textes cités en amont pour comprendre que l'acte qu'ils posent est en contradiction flagrante avec les textes de référence qu'ils ont visés. Et ça relève de la malhonnêteté, de la manipulation du PCT, du système PCT qui gouverne ce pays et qui a conduit notre pays à l'abîme. Est-ce que le gouvernement congolais lui-même n'a pas non plus tendu la verge aux évêques qui finalement s'en serviront pour les frapper après? Parce on a entendu dire, ces prêtres, que nous allons veiller à l'application de ces accords. On va suivre l'application de ces accords. N'est-ce pas là une façon de dire que nous savons que vous nous avez trompés? OK, pour l'instant, nous prenons les choses comme telles, mais on va vous suivre et là où il y aura cafouillage, nous allons frapper. Bonjour, vous êtes sur R7, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro Droit de savoir consacré au décryptage du communiqué de la conférence des évêques du Congo-Brazzaville à la suite de leur rencontre avec Anatole Collinet Makosso qui était bien entendu accompagné de 7 autres membres, 200 gouvernements. Ensuite, nous aborderons également quelques sujets d'actualité du Congo-Brazzaville. Avec moi sur ce plateau, Jean-Pierre Agnagoy, ingénieur des eaux et forêts, ancien secrétaire exécutif des aires protégées d'Afrique centrale, président du Parti du peuple, le Pape. Bonjour Jean-Pierre, j'espère que vous allez bien. Bonjour Christian Perrin, oui, je me porte bien malgré les souffrances qu'on nous inflige par ce gouvernement de M. Kouliné Makosso, mais ça va. Mais ça, Moralement, on tient et le moral nous permet de surmonter tout le reste. voilà, le moral est au beau fixe. Alors, en tout cas, merci d'être avec nous sur R7 pour ce décryptage, disais-je tout à l'heure. D'abord, le rebondissement dans l'affaire de vente des terres arables du Congo-Brazzaville au Rwanda avec la rencontre jeudi dernier, jeudi 23 mai 2024 à 15 heures à Brazzaville, entre les évêques de l'Église catholique du Congo et Anatole Collinet Makosso accompagné de 7 autres membres de son gouvernement, une réunion qui a duré sensiblement 2 h 30 minutes, sanctionné par un communiqué en soutien de l'accord cadre de cession des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda. Vous avez certainement pris connaissance de ce communiqué. Quel commentaire vous inspire-t-il? Merci Christian de me donner une fois de plus une occasion de m'exprimer sur cette question qui préoccupe aujourd'hui la grande majorité des Congolais
Et à l'occasion de cette rencontre que je qualifierais peut-être de malencontreuse pour nos évêques, non pas par rapport à l'idée de se rencontrer avec le gouvernement ou les représentants du gouvernement, mais surtout par rapport à l'issue de cette rencontre, le communiqué que je dirais malencontreux que nos évêques du Congo ont rendu public au terme de cette rencontre. Je regrette en tant que chrétien catholique pratiquant que ce collectif des évêques du Congo, qui sont donc ceux qui ont la charge de conduire ce qu'on appelle le peuple de Dieu, cette fois-ci qui vit sur les terres du Congo, que le gouvernement de M. Sassou Nguesso et son premier ministre Pauline Makosso ont décidé de vendre ou de céder, prétendent-ils gracieusement, au Rwanda, aux entreprises rwandaises. Et nos évêques, donc, qui représentent le peuple de Dieu, se sont rendus auprès du gouvernement, je crois avec des bonnes intentions de chercher à comprendre ce qui se passait, puisque le peuple de Dieu se plaint, il y a des lamentations, c'était normal qu'ils aillent s'informer. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est leur empressement à pondre un communiqué pour donner un blanc-seing ou une caution au gouvernement en déclarant qu'ils ont été informés, tout est clair, les terres n'ont pas été vendues, euh, tout est clair, et qu'ils vont expliquer au peuple de Dieu que ce peuple ne doit pas se fier aux mensonges, à la désinformation. Mais ils ont oublié que ce gouvernement a été capable de cacher sa dette au FMI et à la Banque mondiale, alors qu'ils avaient fait appel à ces institutions pour trouver des solutions pour rétablir, chercher à rétablir les équilibres macroéconomiques et la crédibilité du Congo. C'est comme un malade qui cache là où il a mal au médecin. Est-ce que ce gouvernement qui a été capable de cacher ses dettes au FMI ne peut pas cacher ses péchés aux prêtres? Et il me Évidemment, semble que Jean-Pierre Anyangoy, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et quelqu'un dirait que qui cache cachera toujours, qui ment continuera à mentir. à Et mentir, qui vole, volera. Qui a ben volé voilà, un œuf, volera un bœuf. naturellement, et tout le monde le sait. Alors ici, nous sommes en face de finalement une situation qui, ben, il y a trop d'embrouilles, il y a trop de confusion qu'on est en train finalement d'entretenir du côté du gouvernement et on ne sait pas pour quelle raison. Alors 980 kilomètres carrés des terres arables du Congo-Brazzaville déjà revendiquées par les Rwandais et tous nous avons suivi cela à travers une chaîne rwandaise, c'est-à-dire Rwanda Télévision, un reportage où les Rwandais revendiquent désormais 980 kilomètres carrés des terres. C'est énorme. Je propose à nos Oui, téléspectateurs voilà, je vais encore proposer ce reportage à nos téléspectateurs et on vient sur le plateau pour que vous nous disiez ce que vous pensez. La question que je vais vous poser tout à l'heure. Suivez. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Alors, Jean-Pierre Anyango, les Rwandais disent qu'ils ont visité les terres qui leur ont été données. La superficie, vous avez bien entendu, c'est pratiquement 3 fois plus grand
la superficie 3 fois plus grande que celle de Brazzaville. Et c'est désormais leur terre. C'est eux qui le disent. Ce sont des Rwandais qui le disent à la télévision nationale. D'accord? Alors, c'est là ma question. Comment les évêques du Congo n'ont-ils pas pu tenir compte de tout cela pour se faire emballer, comme qui dirait, on les a piégés? Parce que moi, ce que je sais, c'est que les prêtres ou les évêques, c'est des gens de haute culture. C'est des gens qui ont fait le droit canonique, des gens capables de réfléchir, d'examiner un dossier. Comment ils sont passés outre tout ça pour pondre un communiqué, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui finalement a fâché tout le monde ou qui fâche tous les Congolais? Oui, Christian Perrin, je dis honnêtement, j'ai été outré, très surpris, désagréablement surpris et très déçu à l'écoute de ce communiqué. Parce que je ne reconnaissais plus nos évêques. Nous avons été reçus par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, quelques ministres, collaborateurs. Nous avons échangé sur les questions essentielles pour le bien-être du peuple congolais, particulièrement la question des terres, des accords avec le Rwanda. Le gouvernement a fourni des éléments objectifs que les évêques ont pris note. Ce qui est intéressant, je pense, c'est l'explication de ces accords avec un langage de compréhension pour apaiser les inquiétudes du peuple. Les accords sont clairs. Il ne s'agit pas de sécession ou de vente de terre. Alors, nous, les évêques, on a pris note. Nous aurons notre temps d'évaluation et de voir les modalités de communication pour le dire avec des mots simples au peuple de Dieu. Quand je pense à Monseigneur Kombo, qui a présidé la conférence nationale, quand je pense à Monseigneur Batantou, quand je pense encore une fois de plus à Monseigneur Kombo, qui aux obsèques de Batantou disait dans son homélie à l'église, toi qui t'en vas, dis au cardinal Biayenda et aux autres que la misère du peuple s'est agrandie, les assassinats se sont augmentés et tout ce que vous avez connu ici s'est aggravé. Et que ces évêques-là, ils ont été encore, ça s'était passé un peu sous silence. Je saisis cette occasion pour y revenir dessus. Ces mêmes évêques sont allés à Oubuya rencontrer ou à l'invitation du directeur général de la police. Alors, je me demande quelle était déjà la motivation d'une telle rencontre, d'un tel déplacement des évêques du Congo à Oubuya, non pas au Rwanda où il y a un évêque, non pas à Gamboma, mais à Oubuya. Ils sont allés faire quoi là-bas? Et du coup, je comprends maintenant que c'est peut-être pour aller prier pour la longévité de M. Sassou Nguesso au pouvoir, tel que le Premier ministre avait émis le vœu lors de la présentation des vœux à l'occasion de la nouvelle année où il avait demandé que l'on prie pour que Sassou Nguesso ait une longue vie. C'est l'homme providentiel qui va sauver le Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous espérons vous voir continuer aussi longtemps que l'Éternel vous garantira santé et longévité de conduire notre nation vers les rivages du développement et du bien-être. Naviguons avec assurance sur les eaux tranquilles de la paix que vous avez instaurées, restaurées et consolidées. Puisse,
À travers leur humble et constante prière, les chrétiens et croyants, demandez à l'Éternel notre Dieu de veiller sur vous, de sorte que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Il me semble qu'ils ont choisi d'aller prier à Oubuya. Donc aujourd'hui, qui se retrouve encore avec le Premier ministre pour expliquer ou décrypter les accords qui défraient la chronique, qui indignent tous les Congolais et qui font que tout le monde, les voix s'élèvent pour dénoncer ces accords et que nos évêques y sont allés pour chercher à s'informer, ce qui était une démarche appréciable, louable. Mais pour moi, ce qu'ils auraient dû faire, c'était prendre les actes ou les quelques documents qui leur ont été donnés, de se prendre du recul pour aller les analyser avant de prendre une position quelconque. Non, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont écouté M. Colonel Makosso. Ils ont oublié que Colonel Makosso et son gouvernement sont habitués à mentir, y compris au FMI, et ils ont pris pour monnaie comptant ce que Colonel Makosso leur a dit pour dire les choses sont claires. Et après, pas plus tard que hier, le chef de l'Église catholique au Congo, qui a participé à cette réunion, s'est fondu en défense pour dire qu'il n'est pas corrompu, qu'ils ont dit la vérité sur la base des documents qui leur ont été donnés. Nous disons ce que nous avons vu. Et si les autres en face sont trompés, c'est leur problème. S'ils ont menti aux évêques, c'est leur problème. Mais nous avons dit ce que nous avons vu. C'est tout. Ceux qui m'ont sous ça c'est leur problème. Mais nous n'avons pas vu ça. On a dit ce que nous avons vu. Les évêques aiment leur peuple. Les évêques ne sont pas corrompus. Jamais. Je ne suis pas corrompu. Jamais. Je n'ai pas reçu un sou. Je parle avec mon cœur. Et je reste dans la vérité. Mais est-ce qu'ils n'ont pas suivi, comme vous avez rappelé, ces déclarations des Rwandais sur leur chaîne nationale? Nos évêques vivent-ils en vase clos, dans une bulle, qui ne sont pas informés de ce genre de situation? Ce que les Mais évidemment, Jean-Pierre, pardon, c'est là qu'il y a tout le problème. C'est que lorsque ces évêques sont allés rencontrer Anatole Koliné-Makosso, qui leur, soi-disant, a présenté les documents, les accords cadres, et dans le communiqué, je crois que cela a été indiqué, il parle de 5 accords. Or, nous savons qu'il y en avait 8. C'était une série. Non, il y en a même 15. Peut-être même plus encore. Donc, cela veut dire, est-ce que je peux comprendre par là qu'on leur a caché d'autres documents et que eux ont fait finalement un communiqué, comme qui dirait, ils ont tiré des conclusions trop vite. Mais en plus, pourquoi n'ont-ils pas pris le temps de rassembler ces éléments, aller les étudier chez eux? Comment les évêques, comme je l'ai dit tout à l'heure, des hommes bien formés, nantis, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même des gens hautement cultivés, pouvaient, au cours d'une réunion de 2h30, tirer des conclusions hâtives telles qu'ils l'ont fait. Est-ce qu'il n'y a pas eu une autre influence? Parce que nous apprenons également, et c'est une en fait information donnée par un ancien journaliste de la Semaine africaine. Alors, la Semaine africaine, c'est le journal de l'Église catholique. La révélation qu'il venait de faire, c'est de dire que parmi ces évêques, il y a un membre du Parti congolais du travail. Ça c'est une bonne nouvelle pour moi. Je ne pouvais pas imaginer. En tout cas, il a publié une tribune dans ce sens où il a dit, parmi ces évêques, il y a un membre du Parti congolais du travail, du PCT. Et c'est là où je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas eu cette pression politique et que le communiqué qui a été publié n'a pas probablement eu l'aval de tous les évêques? Christian Perrin, je ne peux pas démentir ou affirmer la possibilité qu'il y ait un évêque membre du Parti congolais du travail. Vraiment, ça ne rentre pas dans mon entendement, mais je ne peux pas non plus le démentir.
lorsqu'on analyse le comportement de ces évêques vis-à-vis du pouvoir. Ces évêques qui oublient que lorsque la conférence épiscopale, en tant que guide du peuple de Dieu, prend position ou analyse la situation sociale des Congolais et dénonce la mauvaise gouvernance ou des actes de mauvaise gouvernance, la misère du peuple, le porte-parole du gouvernement déclare que les évêques doivent se contenter de leur brebis, de prêcher la parole, la Bible, et non de se mêler de politique. Ils ont oublié cela. Mais aujourd'hui, c'est le même gouvernement qui, lorsque le peuple dénonce les accords qu'ils ont signés, que le gouvernement a signés en violation des lois et au détriment des intérêts du peuple congolais, de la souveraineté du Congo, ce même gouvernement vole vers les évêques et ils sont attentifs et ils pondent un communiqué qui est totalement en contradiction avec la position de la majorité du peuple congolais. C'est vraiment dommage. Donc, ça peut expliquer qu'il y Oui, ait là... évidemment, ça peut expliquer parce que dans le même sens, Serge Armand Zanzala, c'est son nom d'ailleurs, du journaliste, l'ancien journaliste de la Semaine africaine, il pose même une question de savoir pourquoi est-ce que le communiqué a été signé par l'abbé Vivien Carole Etuolo, qui n'est que secrétaire en fait de la conférence épiscopale, parce que d'habitude, ce genre de communiqué sur des situations bien entendu sensibles, c'est l'archevêque de Brazzaville qui signe. Pourquoi cette fois-ci, c'est le secrétaire qui a signé, le secrétaire de la conférence, lui seul qui a signé ce communiqué? Et c'est la question qui se pose. Alors, on va donc passer à l'examen de quelques éléments, puisque les évêques disent qu'on leur a montré les documents. Ils ont lu les documents. Et c'est sur la base de ces documents qu'ils ont tiré les conclusions. Alors, la question que moi je me pose, est-ce qu'on a mis à leur disposition tous les documents? Parce que c'est là le problème. À ce que je Oui, c'est sache, là. et vous allez réagir probablement à ce niveau, c'est qu'on leur a présenté, et c'est ce qui ressort dans leur communiqué, le décret 2000, voilà, c'est ça, 2022-258 du 18 mai Ouais. 2000, voilà, 22. Or, ce Mhm. décret ne tient que sur la zone de 11 000 hectares 11 084 hectares dans le district de de Yamba, Yamba, voilà, dans la Bouenza. tout à Et, fait. mais c'est tout ce qu'on leur aurait présenté. Moi, la question, c'est celle-là, quand ils disent les documents qu'on nous a présentés. Mais il y a près de 15 accords que le Congo a signés avec le Rwanda en 2021, 7 et 8 en 2022. Il y a au moins 15. Et peut-être qu'il y en a d'autres, puisque ces accords ont un caractère secret. C'est maintenant qu'on commence à savoir petit à petit combien d'accords ils ont signés et qu'on commence à chercher à pénétrer le contenu de ces accords. Parce que depuis que la télévision rwandaise a révélé qu'il y avait 980 km² que le Congo a donné au Rwanda, c'est maintenant que le gouvernement commence à chercher à s'expliquer. Mais si on s'en tient à ce décret, comme vous l'avez dit, ce décret porte sur 11 084 hectares Oui, oui, c'est qui ont ça. été concédés. Et il y a un autre texte qui est concédé, qui parle de 11 035 hectares concédés à une autre société, compagnie, plutôt Mali Compagnie, Oui, à qui on a vendu à qui on a justement vendu à un franc symbolique. à un franc symbolique 11 035 hectares. Et il y a l'accord cadre. Voilà les quelques. Et puis, il y a ensuite un autre arrêté qui attribue la zone économique spéciale à une autre société dite de droit congolais, mais à capitaux rwandais,
pour la gestion des zones économiques Crystal de Maroc. Vultures, oui. Voilà. Donc, voilà les quelques textes certainement qu'on a dû leur présenter. Mais même si on regarde ces textes, il y a toujours violation des lois. Et nos évêques, vous l'avez dit, qui font le droit canonique, c'est du droit, ne peuvent pas lire ce genre de textes en diagonale. Ils doivent les lire sérieusement et c'est pourquoi ils ne devraient pas se prononcer de manière hâtive après le discours de M. Colline Makosso qui était tout content, tout luisant. Il était très content, je le voyais sur les images, content d'avoir réussi un grand coup d'embobiner les évêques pour la défense de leur trahison, de leur, oui, de leur trahison, de leur forfaiture. Ils ont pris les évêques à surprise et les évêques se sont laissés manipuler. Moi, j'appellerais ça ils ont été victimes d'une manipulation. La preuve, c'est que bienvenue, Monseigneur Bienvenu a dit hier, en se fondant en défensive, s'ils nous ont caché des choses, c'est leur, mais Oui, mais c'est bien parce qu'ils n'ont entendu, pas pris c'est le peut-être temps. parce qu'il est aussi conscient qu'on leur a caché des choses, parce qu'on ne peut pas Bien comprendre. sûr, Tout il à a l'heure, nous jeté avons maintenant dit le le trouble, il a jeté maintenant le doute sur le gouvernement parce que maintenant il s'interroge, est-ce qu'on ne nous a pas caché des choses? Mais oui, je crois qu'ils se sont rendus compte qu'on leur a bien caché des choses. On ne leur a pas tout présenté. Mais bien Et même entendu, ce qu'on leur a comme vous le dites, présenté, ils ne pardon, l'ont pas suffisamment analysé, ils ne les ont pas bien analysés. Ils allaient découvrir dans ce qu'on leur a présenté des incohérences. Parce que quand on cède le domaine public de l'État à un franc symbolique, ce n'est pas prévu par la loi. ben, tous ces éléments, mais évidemment. Alors là, on peut donc comprendre que Anatole Coligny Makosso a piégé les évêques du Congo. C'est le cas de le dire. En fait, il les a roulés dans la farine, comme qui dirait. Et tout à l'heure, nous disions que le décret qui a été présenté aux évêques, c'est celui qu'on vient de révéler, c'est le décret 2022-258 du 18 mai 2022 portant autorisation expresse d'occuper une réserve foncière de l'État par la société Elveco Congo. En fait, c'est ce décret qu'on a présenté aux évêques au lieu dit Ranch de Mayangi, district de Yamba, département de la Bouenza. Mais même là, le deuxième article de ce décret dit, je vais lire pour nos téléspectateurs, la dépendance domaniale autorisée constituée d'un terrain rural couvre une superficie de 11 084 hectares. On peut le constater ici, c'est un document sans fondement juridique et qui viole carrément la loi. La loi foncière 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et des terrains en République du Congo en son article 40. Je vais aussi lire cet article pour que chacun comprenne, qui stipule, bien entendu, toute acquisition des terres du domaine rural par toute personne étrangère régulièrement établie au Congo est nulle et de nul effet. La nullité est prononcée à la requête du ministre en charge des affaires foncières ou de son représentant par le tribunal de grande instance territoriale compétent. On est allé céder les terres rurales de Yamba. Là aussi, on est en violation de la loi. Et donc, comme on disait tout à l'heure, même si c'était juste ce décret qu'on avait présenté à ces prêtres, à ces évêques, je pense que jusque-là, on est en violation de la loi. Et les prêtres ne peuvent pas venir dire dans un communiqué, et c'est d'ailleurs passé à la télé, il y a un reportage pour dire qu'on a tout est conforme à la loi. Voilà. Et c'est ce que moi j'ai entendu dire. Oui, Christian Perrin, c'est ça le malheur, ce qui est triste, ce qui est même déshonorant pour nos évêques qui, par ce communiqué, ont dégradé euh, l'éthique, leur éthique, la notariété, je voulais dire, la notoriété publique que les évêques ont eu dans notre pays jusqu'à aujourd'hui.
ce qui avait valu que à la conférence nationale, on confie la présidence à Monseigneur Kombo parce qu'on reconnaissait dans les évêques des personnalités suffisamment indépendantes, suffisamment cultivées pour moralement conduire ce grand événement historique qui a marqué notre pays. Mais aujourd'hui, nos évêques ont montré, ont fait preuve d'une légèreté inadmissible, incompréhensible. Si je veux bien dire que je ne peux pas me permettre de croire qu'ils ont été corrompus, comme Monseigneur Mamaniaka l'a dit, qui n'a pas été corrompu, ils ne sont pas corrompus, ils ne disent que la vérité. Mais comment comprendre cette légèreté? Oui, mais il parle de la vérité. De quelle vérité De quelle parle-t-il? vérité s'agit-il? Parce que c'est ce décret, quand on l'analyse, il viole également la loi parce que ce décret attribue gracieusement les terres du domaine public alors que la loi ne le permet Interdit, pas. oui. Et dans ces décrets et les autres textes, actes qu'ils ont pris, ils citent les lois, ils citent les décrets pour justifier les actes, mais quand on va se référer aux textes qu'ils citent, les actes qu'ils prennent violent les mêmes textes qu'ils sont en train de citer. Parce qu'ils prennent les Congolais comme des moutons, des gens qui ne lisent pas. Parce que quand vous prenez un tel texte, on vous dit, vu le décret, la loi tant, vu le décret tant, décide, décrète, et puis on pond quelque chose qui est en contradiction avec les mêmes textes qu'on a cités au-dessus. Alors ça veut dire qu'ils se disent que les Congolais ne vont pas lire les textes cités en amont pour comprendre que l'acte qu'ils posent est en contradiction flagrante avec les textes de référence qu'ils ont visés. Et ça relève de la malhonnêteté, de la manipulation du PCT, du système PCT qui gouverne ce pays et qui a conduit notre pays à l'abîme. Si je ne veux pas faire du coq à l'âne, aujourd'hui, je parlais tout à l'heure du fait qu'il cachait la dette au FMI. Comment on peut expliquer que pendant que le gouvernement est en programme avec le FMI, notre dette augmente et le pays est pratiquement en cessation de paiement. Et M. Kouliné Makosso n'explique pas ça au peuple congolais. Oui, mais moi, la Quand question il que je va me pose également, pardon, Jean-Pierre Anyangoy, le fait de rencontrer, c'est-à-dire, bah, voilà, je ne sais pas si ça a été une convocation, une invitation, mais bref, il parle de rencontre entre les évêques de l'Église catholique et du gouvernement congolais avec son premier ministre, Anatole Kouliné-Makosso. Pourquoi est-ce que Anatole Kouliné-Makosso a procédé ainsi, vouloir piéger les évêques? Parce que nous savons également que tout à l'heure, vous avez rappelé, il y a plus d'une dizaine des accords. Pourquoi n'ont-ils présenté que les 5 accords, plus ce décret, lorsqu'on sait qu'à côté de ce décret, il y a d'autres terres qui ont été cédées? Vous les avez rappelés tout à l'heure, mais là encore, il faut ajouter les 121 000 hectares donnés au Rwanda. Et ça s'est passé aussi à la télé, puisque nous avons vu, comment on l'appelle, le Denis Christian ministre, Sassou Nguesso, au cours d'une oui, conférence de presse à Kigali, l'annoncer. oui, faire le 121 000 point. hectares de terre sur 156 000. Deuxièmement, le projet relatif à la culture du ricin en République du Congo. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. On a déjà répertorié les 121 000 hectares. Ça, tout le monde a suivi. Tous nous Oui, avons suivi le reportage, là où les Rwandais revendiquent 980 kilomètres carrés et ils disent c'est désormais nos terres. Ça, on ne dira pas que les prêtres n'ont pas suivi.
Ils n'ont pas connaissance de tout cela. Et la loi, quand on lit la loi foncière du Congo, qui interdit d'ailleurs la cession des terres, disons, notamment dans les zones frontalières. Malheureusement, quand on voit Maluku, on regarde Mindouli, toutes ces zones sont des zones frontalières qui ont été cédées. Ma question, comment les prêtres sont arrivés à ce niveau-là? Est-ce que c'est la peur, la corruption? Bon, je pose la question. Je ne peux pas parler de peur parce que la peur, ça nous concerne nous autres. Je ne pense pas que même si ce régime est dictatorial, qu'ils vont emprisonner les évêques. Donc, j'exclus la Mais du peur. moment où ils ont déjà assassiné un cardinal, probablement que les autres aussi. Parce qu'il y a un adage chinois qui dit décapiter le gorille et puis bon, les petits singes auront peur, vont se disperser. Oui, mais un prêtre, le Monseigneur Kombo disait, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Si vous défendez la vérité, n'ayez pas peur. Je crois que Monseigneur Kombo n'était pas un Monseigneur hors pair, eux aussi, ils sont les Monseigneurs. Ils devraient savoir que lorsqu'on défend la vérité, et surtout pour le peuple de Dieu, on ne devrait pas avoir peur. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Voilà, n'ayez pas peur, disait Monseigneur Kombo, Jean-Pierre Anyangoy. Alors, si ce n'est pas la peur, qu'est-ce qui peut justifier donc cela? Puisque ce n'est dit la corruption, vous l'avez dit tout à l'heure, Monseigneur Manamika s'est justifié là-dessus. Si ce n'est pas la peur, c'est quoi d'autre alors? Manipulation? Bon, Manipuler moi, des personnes hautement cultivées comme je ça? veux me limiter au stade actuel à considérer qu'ils ont été malheureusement des pauvres victimes de la manipulation. J'espère qu'ils vont chercher à savoir comment se dédouaner, comment peuvent-ils accepter de se faire victime de la manipulation d'un régime qu'ils sont censés bien connaître. Le pouvoir du PCT vit de la manipulation, du mensonge et de la répression. Donc, quand ils sont devant des situations comme ça, ils devraient prendre le recul pour aller analyser la situation. Vous avez posé la question, on ne sait pas si ce sont les évêques qui ont fait la démarche ou si c'est le Premier ministre qui les avait convoqués. Je suis tenté de croire, de penser que c'est le Premier ministre qui les a certainement convoqués parce qu'il cherche à trouver les voies et moyens pour convaincre le peuple qu'ils n'ont pas vendu ni cédé les terres congolaises. Et il a pensé que les catholiques, puisque plus de 50% de la population congolaise, je crois, est croyant, chrétien et surtout catholique, ben, ils ont pensé qu'il fallait passer par l'Église catholique. Et c'est Donc, dommage. si j'ai bien compris, ils ont voulu manipuler l'Église catholique pour faire passer le message, puisque évidemment les prêtres l'ont dit, les évêques l'ont dit, ils vont se faire le devoir d'informer les chrétiens, Le c'est ça? peuple de Dieu, pour ne pas dire les brebis Et de comme là-bas, Dieu. c'est des croyants, on va dire Amen, Amen, Amen. Voilà. C'est dit par Mais les ça n'a prêtres. pas, mais ça n'a pas été le cas. Hein. Je crois que ces évêques
depuis qu'ils ont pondu ce communiqué, ont compris que les brebis qu'ils ont la charge de faire paître ne sont pas des moutons de panurge, parce que ce sont des hommes qui réfléchissent, qui lisent, qui écoutent, qui connaissent, qui vivent surtout une réalité cruelle dans le pays. Donc on ne peut plus comme ça croire béatement, parce que ce sont les évêques qui ont pondu un communiqué, et puis qu'on va dire que c'est vrai ce que le colonel Makosso dit. C'est dommage pour nos évêques. Ils sont suffisamment formés et intelligents pour savoir comment ils vont rattraper cette erreur monumentale qui les a discrédités. Oui, mais Jean-Pierre Anyangoy, l'Église, c'est le dernier, comme tu dirais, repli des populations quand elles n'ont plus d'espoir. Le dernier espoir, c'est l'Église. Et là, on se rend compte que l'Église est allée dans un sens tout à fait opposé de la population congolaise. Qu'adviendra-t-il finalement? C'est ce que je viens de dire. Qu'adviendra-t-il? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de chrétiens catholiques ont boudé ce communiqué et l'ont exprimé. Il y a eu des manifestations des chrétiens qui sont allés à la cathédrale et qui se sont exprimés dans les églises. Hier, puisque la question, le but visé, c'était que ce communiqué soit lu dans les églises catholiques. Et nous savons également que le Congo est un pays laïque. Et là, on se pose quand même la question de savoir pourquoi est-ce que Anatole Coliné Makosso a-t-il préféré aller voir des évêques, ceux qui l'ont jamais fait, pour d'autres dossiers. On le sait, on gère le pétrole chez nous, on a vendu tout ce qu'ils sont en train de vendre aujourd'hui. Le pétrole a été même bradé, s'il faut le dire comme ça, et hypothéqué. Il y a des minerais qu'on vend. Voilà. Les Congolais n'ont jamais vu tout cet argent. Et cette fois-ci, voilà, Anatole Coliné Makosso pense que pour les terres, il faut aller voir les prêtres. Et à côté, il y a aussi l'église protestante, kimbanguiste. Et voilà, il y a des islamistes. Et nous, pourquoi il a pensé aller voir maintenant des prêtres dans un pays laïque comme le Congo, par exemple? Je me souviens quand les évêques, à l'occasion de l'une de leurs conférences épiscopales, avaient analysé la situation socio-économique du Congo. Oui, avant l'élection de 2021, oui, on se souvient. Voilà, et c'est M. Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement, qui s'était pris aux évêques pour dire votre devoir, c'est vous occuper de vos brebis et non pas de mêler de politique. Ben, c'est le propre de ce pouvoir, la manipulation, le mensonge, les intrigues. Ben, ils ont saisi ou ils ont ciblé l'Église, c'est pas par hasard, parce que il est connu de tous qu'au Congo, les catholiques représentent, les chrétiens catholiques, les chrétiens en général représentent plus de 50%. Oui, c'est autour de 80% des chrétiens. 80% de la population. Et sur ces 80%, c'est l'Église catholique qui a le plus grand morceau. Donc, ils ont ciblé sur ce public. En fait, vous êtes en train de dire que ce sont là des calculs politiciens, c'est ça? Ce sont les calculs politiciens de Colonel Makosso, du PCT, et puis les prêtres se sont livrés à leur manipulation. Mais pas n'importe quel prêtre, mais de grâce, de surcroît plutôt les évêques. C'est ça qui est vraiment dommage. Et je crois que maintenant, puisque on leur a donné cette occasion, puisque le pouvoir, le gouvernement de Colonel Makosso reconnaît leur force parce qu'ils représentent une partie importante de notre peuple, ils doivent se saisir de cela pour jouer leur vrai rôle, pour faire comprendre à ce peuple, à ce gouvernement, que le peuple congolais souffre.
Et comme ils ont été manipulés ou victimes de la manipulation, qu'ils repartent vers le gouvernement pour dire, après avoir rendu public notre communiqué, nous avons reçu la réaction du peuple de Dieu qui nous dit que vous nous avez caché des choses, qu'il y a eu plusieurs accords, mais vous ne nous avez présenté que un ou deux ou trois. Présentez-nous les autres et donnez-nous le temps de les analyser. Qu'ils prennent la peine de chercher à découvrir ces accords, qu'ils les analysent et qu'ils prennent la vraie position, qu'ils disent la vraie vérité au peuple, et pas au peuple, puisque le peuple est déjà suffisamment averti, mais qu'ils disent aux gouvernants que vous avez menti et qu'ils leur disent la vérité. La vérité, c'est que ces accords cachent bien des choses au peuple congolais. Ces accords ne servent pas les intérêts des Congolais. Ces accords visent autre chose et il y a des objectifs cachés. Mais est-ce que dans le même temps, Jean-Pierre? Excusez-moi, Oui, je Christian. vous en prie. J'ai essayé de faire quelques calculs parce que quand vous vous souvenez, quand j'ai analysé avec vous l'accord cadre, je vous disais que cet accord parle de promouvoir les investissements dans les deux pays, les hommes d'affaires des deux pays. Il faut que les évêques demandent au gouvernement, contre tout ce qu'on a donné aux Rwandais ici, est-ce qu'ils peuvent nous dire qu'est-ce que le Rwanda a offert aux Congolais dans leur pays? Combien de terres, combien d'entreprises congolaises sont en train d'investir au Rwanda? Parce qu'il doit y avoir la réciprocité par rapport aux dispositions de l'accord cadre. Ça, il faut que les prêtres maintenant leur demandent cela. Et s'ils ne le font pas, ça veut dire, s'ils ne le démontrent pas, ça veut dire que ces accords sont des accords iniques. Ce sont des accords au service du Rwanda et pour des intérêts particuliers des dirigeants. Les Rwandais n'ont jamais démontré qu'ils étaient les meilleurs agriculteurs en Afrique. Ce que nous importons au Congo ne vient pas du Rwanda. Ce que nous consommons qui est importé ne vient pas du Rwanda. Pourquoi ce sont les Rwandais qui doivent venir s'arroger des terres chez nous pour faire l'agriculture pour les Congolais, en lieu et place des Congolais? Ça veut dire que ces accords cachent quelque chose. Est-ce que le Premier ministre a dit lorsqu'on pense, pardon, qu'ils ont un accord de défense? Mais tout le problème, il se pose à ce niveau-là. Est-ce qu'on leur a présenté l'accord de défense? Mais je pense qu'ils ont caché leur accord de défense. Et le vrai accord, évidemment, sur la cession des terres, où on parle d'ailleurs de 121 000 hectares. Ça aussi, on n'a pas montré aux prêtres. Mais lorsqu'on parle de l'agriculture, c'est Denis Sassou Nguesso lui-même qui reconnaissait les performances, les compétences des Congolais en termes d'agriculture. Je vais d'ailleurs proposer un extrait d'une vidéo où il en parlait lui-même. Suivez. Je peux dire que les populations des milieux ruraux ont adhéré massivement pour que les Congolais ne dépendent pas d'autres peuples en ce qui concerne leur alimentation. Surtout les jeunes. Je suis très content parce que partout où je passe, je vois des jeunes femmes, des jeunes garçons. Ils ont adhéré. Et même en ville, je sens un frémissement. Je sens déjà un frémissement dans le milieu des cadres qui prennent la décision. Je dis un frémissement. C'est déjà bon signe. Voilà, et donc on comprend que finalement, Denis Sassou Nguesso a tout autre chose dans la tête. Mais alors, ici, mais est-ce qu'on peut aussi comprendre que finalement,
au sortir de cette rencontre, bien qu'ils aient fait un communiqué, est-ce que le gouvernement congolais lui-même n'a pas non plus tendu la verge aux évêques qui finalement s'en serviront pour les frapper après? Parce on a entendu dire, ces prêtres, que nous allons veiller à l'application de ces accords. On va suivre l'application de ces accords. N'est-ce pas là une façon de dire que nous savons que vous nous avez trompés? OK, pour l'instant, nous prenons les choses comme telles, mais on va vous suivre et là où il y aura cafouillage, nous allons frapper. Bon, j'ose espérer que, effectivement, peut-être leur intelligence les a amenés à dire cela. Et c'est pourquoi je dis qu'avant même de dire qu'on va suivre l'application de ces accords, il faut maintenant, après avoir écouté la réaction du peuple de Dieu que nous sommes, qu'ils repartent vers le gouvernement pour dire, il n'y a pas que ce que vous nous avez présenté, présentez-nous aussi les autres accords. Avant de se dire qu'ils vont suivre l'application de ce qui leur a été présenté. Mais il y a ce qui ne leur a pas été présenté. Il faut qu'ils s'intéressent à ça. Et qu'ils doivent dire un mot sur ce qu'on leur a caché. Ils sont très conscients qu'on leur a caché beaucoup de choses et qu'ils les attendent au tournant. Eh oui. OK. Voilà. Alors, maintenant, il faut qu'ils trouvent un moment pour dire qu'on leur avait caché des choses, qu'ils ont découvert qu'on leur a caché des choses et qu'ils le disent pour rétablir la confiance qui a été un peu écorchée altéré, ouais, avec le peuple qui les écoute, qui les a écoutés. Merci Jean-Pierre Aniango. Nous allons passer donc au volet économique. Le Congo-Brazzaville va de plus en plus mal, une dette qui repart à presque 100% du PIB. On parle de 99% du PIB, alors que la dette était passée à 91% selon Anatole Collinet Makosso lui-même, il y a à peine un an. Et malgré les sacrifices qu'on a demandés aux Congolais, notamment, on a augmenté le prix du carburant à la pompe. On se rend bien compte que les choses ne semblent pas marché. Et pourtant, dans le même temps, le pétrole congolais se vend très bien sur le marché international. Je venais de vérifier ce matin, nous sommes bien entendu le 27 mai 2024, le baril est à 82% à l'ouverture de la bourse parisienne, comme à la clôture. Mais et il y a aussi un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est que le budget congolais 2023 avait été bâti sur la base de 60 dollars le baril. Cela veut dire qu'il y a un gap. Il y a beaucoup d'argent qui entre au Congo. Plus l'argent entre, plus on s'endette. Et au niveau voilà, du social du Congolais, c'est la misère totale. Quelle analyse vous inspire cette gouvernance, cette forme, cette façon de faire, cette gouvernance de Oui, Christian, avant de passer à ce deuxième volet, j'aime toujours clôturer le premier avec les évêques. Je voudrais clôturer ce volet avec le message, le communiqué des évêques à l'issue de leur rencontre avec le Premier ministre en rappelant aux évêques ces mots de la Bible qui disent « Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Je crois qu'ils sauront interpréter, ils sont bien placés pour interpréter cela. Quand Collinet Makosso vient vers chez eux pour leur demander de convaincre les Congolais sur la pertinence des accords illégaux et iniques qu'ils ont signés avec le Rwanda, ils devraient savoir que ce n'est pas à eux de traiter ces questions. Et ils ont plutôt le devoir de dire au gouvernement, occupez-vous
du peuple congolais. Qu'est-ce que ces accords apportent au peuple congolais? C'est ça que le gouvernement devrait dire. Avant de dire, il faut aller convaincre les Congolais que ces accords ne sont pas illégaux, mais il faut leur démontrer qu'est-ce que ces accords apportent aux Congolais pour améliorer leurs conditions de vie. Ils n'ont dit aucun mot. Mais par contre, si je prends seulement plutôt les 22 119 hectares cédés gracieusement aux entreprises privées à capitaux rwandais, si on appliquait les lois relatives Reste à savoir également, Jean-Pierre, reste à savoir si ce n'est pas une stratégie de blanchiment d'argent, de capitaux plutôt. Oui, indépendamment de cela, mais je voudrais d'abord montrer en fait que cette cession de 22 119 hectares, pour ne prendre que ça, si on appliquait les textes, la loi des finances sur la cession du domaine des terres du domaine public en zone 5, selon les textes, ça correspond au district, c'est 1000 francs par mètre carré. Et si vous prenez 22 119 hectares multipliés par 10 000 mètres carrés, multiplié par 1000 francs par mètre carré, c'est près de 221 milliards, 190 millions que le Rwanda ou les entreprises rwandaises devraient verser au trésor public ou aux collectivités locales qui pouvaient participer à améliorer les conditions de vie et à résoudre les problèmes du Congo au moment où le gouvernement de colonel Makosso dit qu'il n'a pas d'argent pour créer les infrastructures, créer les voiries. Il demande aux Congolais qu'on va maintenant augmenter le prix du carburant, on va augmenter le prix de l'eau pour que vous payiez le prix et que pour qu'on vous apporte l'électricité et l'eau de qualité. Ça encore, on va y arriver puisque c'est le deuxième volet. Mais c'était pour terminer avec le volet des prélats pour leur dire qu'ils devraient demander au gouvernement congolais qu'est-ce que ces accords apportent aux Congolais. Oui, mais dans le même temps, pendant qu'on vend ces terres ou qu'on cède ces terres, il y a un élément qu'il faut relever ici, c'est que les terres qui sont vendues, on l'a bien noté, hein, c'est écrit noir sur blanc, ce sont des terres rurales. Or, nous savons que les paysans, les Congolais, vivent de ces terres. Ce n'est pas, le Congo n'est pas un pays développé où on va parler de l'emploi à l'intérieur du pays, dans ces localités, les gens vivent de ces terres. Et une fois ces terres spoliées, on se pose donc la question de savoir de quoi vont vivre ces populations. Toute la question, elle est là. Comment les Congolais, ces paysans feront pour vivre, pour survivre? Est-ce qu'il y a une politique dans ce sens pour maintenir évidemment les populations à leur vie actuelle, par exemple? Si M. Sassou Nguesso et le colonel Makosso et leur gouvernement voulaient réellement résoudre les problèmes des Congolais, ce n'était pas d'aller chercher des Rwandais, ce n'était pas de donner les terres aux Rwandais pour qu'ils viennent planter le piment qu'ils vont exporter. Les Congolais ne vivent pas du piment. Les Congolais ne manquent pas le piment. Et puis le piment n'est pas l'aliment de base pour nourrir les Congolais. Donc si on doit résoudre le problème de l'autosuffisance alimentaire au Congo, on doit augmenter la production du manioc, du maïs, de la banane, de la patate et puis de l'élevage. Voilà, et il suffit de donner les moyens aux Congolais de les organiser correctement pour augmenter la production et cela ne prendrait pas plus de 5 ans pour produire et créer l'abondance au Congo par rapport à notre population. Donc, ce n'est pas la préoccupation du gouvernement de colonel Makosso. Ce n'est pas la préoccupation réelle du président Sassou Nguesso qui a proclamé depuis
de 1980, autosuffisance alimentaire en 2020, et nous sommes en 2024, il n'y a pas d'autosuffisance alimentaire. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire? Quand on débloque de l'argent, on met au ministère de l'Agriculture, le ministre détourne et c'est établi. Mais ce monsieur, il est vivant, il est encore dans les rênes du pouvoir. On ne sanctionne pas, on ne fait Voilà, rien. mais c'est une préoccupation à laquelle pourrait répondre le gouvernement congolais pour les raisons de temps. Jean-Pierre Aliango, nous allons passer donc au deuxième volet, comme je le disais tout à l'heure, le volet économique. Le Congo, aujourd'hui, est endetté à 99% de son PIB. Et je rappelais tout à l'heure que le baril du pétrole se vend très bien sur le marché international. Il est à 82 dollars aujourd'hui, 27 mai 2024. Et le budget congolais 2023, par exemple, avait été, disons, a été bâti sur la base de 60 dollars le baril. Et depuis là, le pétrole se vend très bien jusqu'à maintenant. Donc, plus l'argent entre, plus le Congo s'endette. Et sur le terrain, la population croupit dans une misère indescriptible. Que vous inspire une telle gouvernance? Monsieur Christian Perrin, cette gouvernance, nous n'avons cessé de la décrier, de la dépeindre, de la décrire pour dire que c'est une mauvaise gouvernance et que le pays allait très mal, pas parce qu'il manque les ressources, mais c'est parce que le pays est mal gouverné. Le président Sassou lui-même l'a dit, le ver est dans le fruit et dans tous les secteurs. Il a dit à l'occasion d'une réunion du Conseil supérieur de la magistrature. La conclusion que nous tirons maintenant au moment où nous prenons d'autres décisions, c'est qu'il y a le ver dans le fruit. Il y a effectivement le ver dans le fruit. Et nous devons détruire le ver qui est dans le fruit. Peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Il y a le ver dans le fruit et nous devons détruire. Mais quelles mesures a-t-il prises pour corriger, pour sanctionner ceux qui créent le déséquilibre, qui créent la crise financière? Quand en 2020 ou 2021, sous la primature du fin Clément Mwamba, il y a eu l'accord qui avait été signé avec le FMI. Nous, pape, on avait dit, le FMI, en signant cet accord, si c'est avec les mêmes gouvernants, c'est nul et non avenu. Parce que ceux qui ont creusé l'abîme, ce n'est pas eux qui vont réparer cet abîme. Et le défunt Premier ministre Clément Mwamba avait dit qu'il allait mettre en place un gouvernement de combat pour redresser l'économie. Il n'avait pas pu mettre ce gouvernement de combat. Et cet accord n'avait pas été conduit à son terme parce que le gouvernement n'avait pas pu respecter les clauses de l'accord. Mais quand le FMI est revenu encore à la rescousse avec Pauline Makosso pour négocier l'accord en cours, nous avions encore dit c'est la même chose avec les mêmes personnes. On ne fait pas du nouveau avec du vieux. Et ils ont signé l'accord avec le gouvernement de Pauline Makosso, qui dernièrement est venu pour dire on va augmenter le prix du baril de pétrole parce que
ça va nous permettre d'économiser l'argent pour résoudre les Vous parlez problèmes du prix du carburant à la pompe, c'est ça? à la pompe et tout. Bon, mais quand ils ont dit ça, il a dit ça, ils ont augmenté le prix du baril du pétrole, plutôt le prix Du du carburant. carburant à la pompe. Mais est-ce qu'ils ont résolu les problèmes? Quels problèmes ils ont résolus? Les problèmes de l'électricité continuent. Les problèmes de manque d'eau continuent, ne font que s'aggraver. Le paiement des pensions des retraités retombe encore dans les retards. Le mois d'avril est en train d'être payé maintenant à l'arraché. Les fonctionnaires ont été payés à la fin du mois de mai, plutôt d'avril, à la veille du 1er mai, à l'arraché. On ne sait pas ce qui va arriver avec le mois de mai qui est en train de s'achever. Est-ce qu'ils vont payer les fonctionnaires à la date échue? Est-ce qu'on va pouvoir payer les retraités? Alors, on venait de suivre récemment encore une communication du FMI où le Congo, le Mozambique sont cités comme les mauvais élèves, ceux qui cachent leurs dettes au FMI. Et que le Congo, la dette a encore flambé et approche, sinon dépasse encore les 100%. Vous l'avez rappelé, on avait déjà parlé de qu'on était descendu à 91, alors qu'on devait descendre pour tendre vers 70% du PIB, mais on est encore remonté à 8500 millions de dollars. Plutôt 8 Et dans milliards, le même temps, c'est milliards 500. la question qui s'impose, c'est comme je le disais tout à l'heure, où va tout cet argent? Parce que le pétrole, au Voilà, moins, il se donc vend la bien. question c'est celle-là. On s'endette. Le pétrole se vend bien au-dessus des prévisions, mais on ne voit pas où va l'argent. Cette question taraude la tête de tous les Congolais. Où va l'argent? Et moi, maintenant, je me pose la question, qu'est-ce que le FMI fait auprès du gouvernement congolais, puisque quand ils font leur rapport, des évaluations, des revues, on dit qu'il y a des efforts qui sont faits, on décaisse l'argent, mais c'est un tonneau à fond vide, ouvert. Tout l'argent qu'on met s'évade par le bas, parce que le fond est vide. On a Et bien pour l'impression que les Congolais sont victimes d'un complot international, alors. mais c'est le cas. Pourquoi le FMI donne l'argent au gouvernement de colonel Makosso? Et leur rapport qu'ils font, qu'ils disent qu'il y a des efforts qui se font, mais dans tous les cas, ils disent toujours il faut encore faire les efforts. Mais ces efforts se traduisent par quoi? Comment expliquer que le Congo, en programme avec le FMI, la dette augmente, le pétrole se vend bien, la misère augmente. Mais où va l'argent? Monsieur Colonel Makosso doit répondre à cette question. Monsieur Colonel Makosso doit expliquer aux Congolais où va l'argent du pétrole, l'argent du bois, l'argent de l'or, ça va où? Le PND ne s'exécute pas, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais on emprunte pour faire quoi? Pour financer quoi? Ça, c'est une question. Mais Monsieur Colonel Makosso devrait expliquer ça aux évêques. Les évêques aussi devraient lui poser cette question. Où va l'argent du Congo? Pourquoi on s'endette? Et pourquoi on ne fait rien, on ne résout pas les problèmes de la population congolaise dont la souffrance ne fait que s'augmenter? Il y a aussi, et un invité qui venait de nous le dire hein, sur ce même plateau, que finalement au Congo-Brazzaville, et ce qu'on ne dit pas assez, c'est que le taux de mortalité a fortement augmenté. Les Congolais meurent comme des mouches. Oui, Christian, ça c'est une question aussi importante. Voilà des questions que Colonel Makosso, en tant que Premier ministre, devrait se préoccuper, analyser et expliquer aux Congolais qu'est-ce qui est en train de... Pourquoi d'abord cette mortalité et qu'est-ce qui est en train d'être fait pour la réduire? Quel est le taux de mortalité au Congo?
Il n'y a pas longtemps, je crois la semaine passée, j'ai suivi un communiqué qui m'a d'ailleurs beaucoup traumatisé. C'est quoi? C'est la mairie qui annonçait qu'il y a beaucoup de morts à la morgue dont les parents ne sont pas connus. Et on invitait les gens qui auraient constaté la disparition de leurs parents d'aller à la morgue, aux morgues de Makélé, aux différentes morgues, pour essayer de reconnaître leurs parents qui sont morts et qui sont à la morgue et qu'ils vont les enterrer bientôt, soit certainement dans les fosses communes. Alors la question qui m'est venue à la tête quand ils font ce communiqué, ces morts sont arrivés comment à la morgue? Qui La a amené ces question, oui, c'est la morts, question légitime. qui a amené ces morts à la morgue pour qu'à la fin, ils restent comme des morts dont les parents ne sont pas connus. Et ça fait réfléchir. J'ai le pressentiment que ce sont des gens victimes de l'insécurité généralisée qui sont tués ou des gens qui sont enlevés, qui sont tués, qui sont amenés à la mort. Des exécutions extrajudiciaires, des Oui, mais exécutions comment on peut sommaires. dire qu'il y a des gens qui sont à la morgue et puis on ne connaît pas les parents et on demande aux gens d'aller reconnaître les morts. Alors Mais que généralement, ces lorsqu'on morts sont dépose les arrivés dépouilles comment à là-bas, la on les morgue? enregistre. Lorsqu'on dépose les dépouilles à la morgue, elles sont enregistrées. On sait qui a mené, l'adresse et tout ça. Exactement. Alors, mais ce communiqué, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'il y a des gens qui sont tués, qui sont enlevés, qui sont tués et qui sont amenés à la morgue, certainement par les services de sécurité. Les parents ne savent pas où les parents pensent qu'ils sont à la morgue. C'est le cas des décès qu'on a déplorés à Chakotna, à la police, dernièrement au commissariat de l'Angola, les gens meurent là-bas. Bon, mais il y en a certainement d'autres. Mais sinon, comment, Christian, on peut expliquer qu'au Congo, on dise qu'il y a des gens qui sont morts, qui sont à la morgue, et on demande aux gens d'aller reconnaître si leurs parents qui sont disparus sont là-bas à la mort. Comment expliquer ça? Et ça veut dire que on s'achemine encore là, comme à ce qu'on a vécu il y a, je crois, 2 ans de cela, où on nous a parlé de plus de 600 corps abandonnés dans les Ben morgues de oui, Brazzaville mais c'est la même et chose. c'était la deuxième fois, je crois, en une année. Et Donc, là, c'est la plus de 1000 troisième. corps abandonnés Oui, dans des mais nous ne morgues. sommes pas en guerre. Le Congo n'est pas en guerre. Comment on peut avoir des Il n'y a pas morts à la mort? d'épidémie, pas de Il n'y a guerre. pas d'épidémie. Mais ces morts-là viennent d'où, Monsieur Christian? Colonel Makosso doit expliquer ça. Le procureur de la République aussi doit se saisir de ces problèmes. Les parlementaires, nos députés, nos sénateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils représentent le peuple. Ce sont des citoyens qui meurent en cascade et qui se retrouvent à la morgue, on ne sait pas par quel moyen, et on ne connaît pas les parents. Mais ils sont morts où et qui les a amenés à la morgue? Au bout du compte, le Congo est devenu un État où, non, j'allais dire un pays où l'État n'existe plus. C'est-à-dire, on comprend plus ce qui se passe au Congo. On est dans une république bananière, Christian. Et dernièrement, le dernier conseil des ministres, j'ai suivi, pour une fois, il donne l'impression de vouloir se préoccuper des problèmes de la population. Ils ont évoqué le fait qu'ils vont maintenant, ils ont des centres à Aubéville et puis un autre centre à Ikanya, vers Makwa, pour recueillir les enfants perdus qui font du banditisme pour les rééduquer, les réintégrer. J'ose croire que ce n'est pas encore une incantation, une profession de bonne volonté qui ne connaîtra jamais son application. Et à propos de cela, ils ont déploré ou condamné
le fait que les populations se rendent justice en brûlant les koulounas. Bon, et que désormais, ceux qui seront responsables, coupables de ces actes où on brûle les koulounas seront sanctionnés. Bon, c'est bien d'annoncer ça. Mais qu'est-ce qui a fait que le peuple arrive là? À se faire justice soi-même. Soi-même. Ce phénomène de Kourouna n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait des années. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, maintenant, les populations se font justice et brûlent les gens? Ou parce qu'ils ont compris que ces Koulouna-là font partie des réseaux Mais bien policiers. sûr, quand souvent on les arrête, les Kourouna, quand les populations les menacent, ils disent non, appelez la police. Ils demandent à ce que la police vienne intervenir pour les protéger. Oui, Et non les seulement populations, ça, on a vu aussi des agents, c'est comme ça qu'il faut les appeler, des agents de la garde républicaine, des Koulouna de la garde eh oui, républicaine, être, mais il y en voilà. a un qu'on a brûlé dernièrement. C'était un agent de la DGR ou la GRP, comme ils appellent, qui était en même temps Kourouna. Comment on recrute les gens à la police et à la gendarmerie et à l'armée aujourd'hui, puisque c'est la seule entreprise ou ce sont les seules entreprises qui recrutent au Congo? Sur quels critères? Et après, quand on les recrute, quelle formation on leur donne? Est-ce que ça veut dire que la police congolaise est tombée dans son propre piège finalement? Ben oui, dernièrement, très récemment, Christian, j'ai suivi encore ça. Ces Kourouna ont osé aller attaquer un commissariat de police, hein, vers Loufla sur la route du Nord. Et après, la police s'est rendue sur les lieux, la gendarmerie, pour aller se venger. Et ils ont découvert qu'il y avait là un camp où il y avait plus de 100 Kourouna qui étaient là-bas, qui résidaient maintenant là-bas. Vers Mukondo, c'est pareil. Il y a aussi des niches qui étaient là. Mais la police est le corps de l'État ou de l'administration qui recrute le plus dans ce pays. Plus que la santé, plus que l'enseignement. Et c'est le corps qui est représenté dans tous les quartiers, dans tous les arrondissements. Mais comment ils n'arrivent pas à maîtriser ces Koulouna? Et quand l'ex-député Moigny déplore ces cas, ça lui a valu ce que ça lui a valu, mais pourtant, la vérité est là, toute crue. Nous continuons à la vivre, les Kourounas sont encore là, règnent. Et le peuple a décidé de se faire justice jusqu'à ce que le gouvernement arrive à se mettre à la hauteur de sa responsabilité, puisqu'il parle maintenant des centres de rééducation à Aubéville et à Ikania. On va voir dans combien de mois ce que ça va donner, comme l'année de la jeunesse, Christian. L'année de la jeunesse, on n'en a pas parlé, mais ça fait partie des problèmes Tout à fait, oui. socio-économiques. Tout à fait. Où est-ce qu'on en est? Nous sommes au mois de mai. Sur les 100 000 emplois promis, il y en a combien qui ont été créés? Bah, probablement qu'ils vont faire un miracle au dernier mois. Alors, le temps vraiment nous presse. On est pratiquement à la fin de cette émission. Jean-Pierre Anyangoy, on parlait tout à l'heure de la sécurité. Lorsque les services de sécurité n'arrivent pas à mettre un terme à l'insécurité dans une ville, cela veut dire que les responsables de cette insécurité sont dans les services de la police ou de la sécurité. On va clôturer donc. Je vais vous laisser quelques secondes pour conclure finalement cette émission. Merci, Christian. En quelques mots, qu'est-ce qu'il faut dire? Là, nous avons parlé abondamment de la problématique de la cession des terres avec les évêques qui se sont fait inviter sur ce dossier. Je crois que c'est le dossier qui aujourd'hui préoccupe énormément les Congolais.
même si les crimes économiques et financiers ont contribué à ruiner le peuple, parce qu'avec la corruption, le détournement massif des fonds publics, les Congolais vivent dans une misère aggravée chaque jour, mais la perte des terres est une question nationale qui devient une préoccupation majeure parce que les Congolais ne pouvaient pas imaginer. On pille le pétrole, on pille l'or, on pille certainement le diamant et toute autre chose, le bois, mais vendre les terres congolaises, céder les terres congolaises au Rwanda, c'est très grave. Et le prétexte est inconsistant. C'est comme coudre du fil blanc sur du tissu noir. Quand on dit qu'on va venir faire l'agriculture pour nourrir les Congolais et pas les Rwandais, 980 km², c'est beaucoup. C'est énorme, oui. C'est énorme pour céder ça à un seul partenaire ou à un pays. Maintenant, quand on retourne, on fait une analyse sur le Rwanda. Est-ce que le Rwanda est le modèle de développement de l'agriculture en Afrique, au monde? Le Rwanda n'est pas dans le top 10 des pays les plus développés en agriculture. Alors, donc, comment justifier tant d'accords avec le Rwanda? On cède les zones économiques spéciales au Rwanda, les terres au Rwanda, l'éducation au Rwanda, l'éducation au la Rwanda, santé, la planification au Rwanda. Mon Dieu. la santé, le transport. En fait, ils ont cédé tous les secteurs d'activité. Tous les secteurs au Rwanda. Et on dit que c'est des accords de promotion des investissements des deux pays. Mais on ne nous dit pas qu'est-ce que les Congolais font au Rwanda. Qu'est-ce que le Rwanda offre aux Congolais en territoire rwandais? Mais d'abord, la vraie question, pourquoi céder tous ces secteurs d'activité économique d'un pays à un seul pays Un seul étranger, pays. alors qu'on pouvait bien faire jouer sur la Diversifié. compétition, c'est-à-dire donner aussi à d'autres pays, par exemple, qui nous entourent, pour regarder qui fait beaucoup mieux. Et puis voilà. Comment céder tous ces secteurs à un seul pays? Transport, Donc, éducation, santé, télécommunications en plus. Or, les télécommunications, c'est un peu le renseignement aussi. Donc, on a tout cédé, agriculture, exploitation minière, tout ça au Rwanda. au Rwanda. Comment expliquer ça? Je prends l'exploitation minière, mais les Rwandais ont combien de minéraux chez eux? Et ils deviennent maintenant des explorateurs des minéraux chez nous. Bref, Christian Perrin, puisqu'il s'agit de la clôture, je voulais seulement dire que cette question des accords avec le Rwanda, c'est un problème grave. Et tous les Congolais sont appelés à s'unir pour faire un front et dire non et non au gouvernement, non aux accords iniques avec le Rwanda pour céder nos terres, non à la compromission de la souveraineté nationale. Merci beaucoup. Oui, je crois que vous avez fini. Maintenant, sur les crimes économiques et sur l'endettement du Congo, là aussi, je voudrais profiter de votre micro, de votre plateau pour dire au Premier ministre Colonel Makosso et au président que les Congolais s'interrogent. Pourquoi la dette congolaise, malgré le programme avec le FMI, continue à augmenter alors que le pétrole se vend au-dessus des prévisions? Où va cet argent?
L'endettement pour faire quoi? Les routes, on a parlé des routes, mais les routes qui ont été construites sont en train de s'amortir. On ne voit pas de nouvelles routes en train d'être construites. On ne voit pas de nouveaux hôpitaux en train de monter. On ne voit pas des écoles en train de se construire. Alors, mais où on s'endette pour faire quoi? Et l'argent du pétrole va pour faire quoi? Et va où? Que le gouvernement de M. Colonel Makosso, que nos députés interpellent le gouvernement pour poser ces questions au nom du peuple dont ils ont le mandat de représenter auprès des gouvernements. Ben voilà, normalement on s'endette pour investir et là on se rend compte qu'on s'est endetté pour se mettre un nœud au cou. Finalement, on se pose la question comment les Congolais vont donc rembourser ces dettes, d'autant plus qu'on n'a pas créé des industries, on n'a pas diversifié l'économie. Alors où est passé tout cet argent? Quelqu'un posait d'ailleurs la question ici de savoir, mais alors pourquoi il a repris le pouvoir par coup d'État? S'il savait qu'il ne pouvait rien faire. Voilà, il a gâché du temps aux Congolais et aujourd'hui, le Congo se retrouve dans la situation où il se trouve. Merci beaucoup, Jean-Pierre Et il prétend Anyango. encore se présenter en 2026. Voilà. Pour Et faire quoi? ben voilà, malheureusement, ben encore que les Congolais lui laissent faire. En tout cas, la balle est dans le camp des Congolais parce que finalement, c'est le peuple qui a le dernier mot. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. J'avais pour invité Jean-Pierre Anyangoy, secrétaire, j'allais dire, ingénieur des eaux et forêts, ancien secrétaire exécutif des aires protégées d'Afrique centrale, président du Parti du Peuple, le PAP. En tout cas, merci d'avoir été disponible, Jean-Pierre. Merci Christian et à très bientôt. Je crois qu'il y a tellement de choses, malheureusement pas de bonnes choses qui se multiplient. Donc, je vous solliciterai toujours pour donner mon point de vue sur ce que vit le peuple congolais. Je vous en prie, vous serez toujours le bienvenu, Jean-Pierre Anyangoy. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir encore suivis aujourd'hui. Des petits gestes qu'il ne faut jamais oublier, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo, après avoir massivement partagé cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Et dites-nous aussi en commentaire ce que vous pensez des sujets qui ont été abordés au cours de cette émission. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.